Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir sur ce webinaire organisé donc par Fabric et OPO. On va être quatre présentateurs aujourd'hui. On est venu en force. Je vais peut-être permettre à chacun de se présenter, enfin, ou présenter rapidement, et puis chacun se présentera dans la foulée. Côté OPO, on a Philippe Grandjac et Antoine Toupin, donc, qui sont associés au sein du cabinet de conseil OPO. Et côté Fabric, Octave Lapéroni et moi-même, François Desflattes, donc cofondateur de Fabric. Euh, on va parler aujourd'hui donc d'excellence opérationnelle. On va plus particulièrement parler de résolution de problèmes, qui est je pense un des fondements de la démarche Lean et l'excellence opérationnelle dans l'industrie. On a la chance d'avoir deux experts du sujet, Antoine et Philippe, et qui vont nous apporter un peu leur vision et nous rappeler un peu les fondamentaux. Donc le plan, le déroulé qu'on va avoir, c'est bien sûr rapidement se présenter en quelques mots hein, pour resituer et donner le contexte. Parler des fondamentaux de la résolution de problèmes, de quoi on parle, à qui ça s'applique, pour qui dans les ateliers. Et puis, bien sûr, l'angle digitalisation. Pourquoi digitaliser? Quels sont les bénéfices de basculer une solution, d'avoir une solution digitale dédiée pour gérer toutes ces questions de résolution de problèmes. Et on va essayer de le concrétiser au mieux avec des illustrations d'OPO par leurs expériences, par nos expériences aussi chez Fabric, et puis une démo de l'application et des dernières fonctionnalités qu'il y a dans Fabric. Quelques mots sur Fabric. J'aurais dû laisser à OPO, mais c'est pas grave, j'allais très vite. Donc nous, on est une solution de management d'atelier. On a regroupé dans une solution en SaaS, je dirais toutes les briques et la palette de fonctionnalités habituelles qu'on retrouve pour gérer l'excellence opérationnelle et résoudre les problèmes dans l'atelier. Donc Fabric, c'est un outil qui va permettre sur le terrain de faire des audits, des tours de terrain, de gérer des plans d'action, d'escalader des problèmes, faire du management visuel et embarquer les bonnes personnes dans l'usine hein, vers de la résolution de problèmes de manière très collaborative. Alors, on travaille avec des groupes, des ETI, des grands groupes industriels, et on les aide à digitaliser et standardiser la démarche d'excellence opérationnelle. Je laisse la parole à Philippe ou Antoine sur OPO. Ouais, je vais prendre la parole. Moi, c'est Antoine. OPO, c'est un cabinet de conseil. On est spécialisé quand même dans les opérations des groupes ou des plus petites entreprises industrielles. Donc, en fait, on bosse pour l'industrie. S'il faut définir en deux mots notre mission. Philippe et moi, on s'est arrogé le titre d'expert sur le sujet qui nous occupe ce midi parce qu'en fait, au-delà de notre job actuel, on a un passé dans la résolution de problèmes et dans la qualité. Je vais me présenter très vite et puis Philippe pourra enchaîner. Moi, avant d'arriver chez OPO, j'ai passé 8 ans à faire de la qualité, de la résolution de problèmes, plutôt dans le monde des projets chez PSA, voilà, dans l'automobile, secteur où il y a pas mal de techniques qui ont été développées. Donc, j'ai été nourri de ça avant de rentrer chez OPO. Philippe, je te laisse peut-être compléter. Oui, bonjour, Philippe Grandjac, donc associé d'OPO et précédemment senior expert chez McKinsey. J'ai surtout 20 années d'expérience dans l'industrie, production, industrialisation, méthode, principalement automobile, puisque les deux tiers sont dans l'automobile, PSA et Valeo. Valeo, où j'ai eu la chance dans les années 2000 d'être coaché directement par Kawashima-san, qui était la personne qui a instauré le QRQC venant de Nissan chez Valeo et qui a diffusé après largement dans l'industrie européenne. Voilà, donc j'ai cette expérience à la source, je dirais, et donc on le pratique beaucoup avec OPO. Alors du coup, on ne va pas vous ennuyer avec des principes académiques foisonnants sur la gestion de problèmes. On a essayé avec nos amis de Fabric, on a essayé de définir les quelques grandes caractéristiques de la résolution de problèmes qui vont justifier que peut-être la digitalisation, ça peut vachement apporter. Voilà. Donc on va juste balayer quelques pages basées sur cette expérience commune. Donc Philippe, plutôt filiation Nissan, et puis moi, PSA, plutôt filiation Toyota. Mais on s'en retrouve, vous allez voir. Donc première chose, la résolution de problème, c'est quoi? Un problème, c'est quoi? Entendons-nous là-dessus. Le problème, c'est l'écart au standard, l'écart à l'objectif, c'est tout ce qu'on n'a pas prévu en fait. Mais c'est quelque chose de positif puisque c'est ce dont on va s'emparer pour essayer de faire mieux la prochaine fois.
Autrement dit, la résolution de problèmes, ça doit concerner tous ceux qui se préoccupent d'améliorer leur performance. Et autrement dit aussi, ça va concerner, je l'ai dit tout à l'heure, non seulement les ateliers, la prod, mais aussi, pourquoi pas, ceux qui vont lancer des produits dans les ateliers de production, à savoir les projets. Le plus il règle de problèmes en amont, le plus les producteurs seront satisfaits. Voilà, donc on parle de perf, on parle de problème au sens sujet de questionnement dont on va s'emparer pour améliorer les choses. L'autre peut-être précaution qu'il faut prendre avant d'aller dans des exemples, c'est que ça a fait couler beaucoup d'encre. La résolution de problèmes, c'est quelque chose qui a été théorisé, décrit, codifié par les Américains, les Suédois. Il y a eu des tampons qui ont été mis sur des méthodes qui prennent divers noms. Donc, il y a le PDCA, le 8D, le DMAIC. Je pense que les gens qui sont ici autour de nous connaissent tout ou partie de ces méthodes. En fait, elles sont dans le détail différentes, mais dans la séquence, globalement, on peut passer peut-être à la page suivante, assez similaire, puisque finalement, quand on redécoupe différentes étapes de la séquence de chacune de ces méthodes, qui ne prennent pas le même temps, hein, puisque le DMAIC, souvent, c'est beaucoup plus long, on retrouve toujours la caractérisation du problème, le fait de sécuriser le client quand on est sur un sujet qualité, le fait d'identifier la cause racine, d'identifier un plan d'action et de le réaliser, et ensuite d'ancrer la résolution proprement dite à travers une vérification de l'efficacité des actions et une généralisation ou une standardisation de ce qui a pu être mis en place dans les étapes précédentes. Pour aller très très vite, les étapes qui sont souvent d'expérience plus difficiles à réaliser quand on est sur une organisation qui est encore assez peu mature en termes de résolution de problèmes, c'est la caractérisation, le 1, le 3, la cause racine, on va y revenir avec des exemples fabriques, et puis le 7. Le 7, ça peut correspondre au A dans PDCA, qui est Act, en anglais, légiférer. Comment je légifère? Finalement, tout ça, c'est le moyen qu'ont trouvé les entreprises industrielles pour améliorer et apprendre leur corpus de standards, leur système industriel. Voilà. Donc, beaucoup de littérature, finalement, des étapes qui sont communes à peu près partout dans l'industrie, et quelques points clés. C'est la page suivante, si tu veux bien, François. Quelques points clés tirés de notre expérience dans la mise en place de ce type de pratique. On va les regrouper en 3 catégories. En 1, c'est pas un hasard si on l'a mis en 1, il y a tout ce qui a trait à l'état d'esprit. On va le traduire en comportement pour essayer de travailler avec les gens sur la manière dont ils évoluent. Mais l'état d'esprit est clé et là, de même, il y a eu pas mal de littérature. On va retenir peut-être pour les besoins de cette présentation que le Sangen Shugi résume pas mal tous les points d'attention en termes d'état d'esprit, puisqu'il s'agit de collaborer, d'aller sur le terrain et de se rapporter à une réalité physique, là où certains sont tentés de partir dans des considérations conceptuelles. Donc, l'état d'esprit, la méthodologie, la séquence, on en a vu une synthèse tout à l'heure, une séquence qui, peut-être c'est le point clé qu'on va retenir, qui tend à améliorer l'apprentissage de l'entreprise autour de ces problèmes et donc tend à guider les opérationnels vers des standards nouveaux ou ajustés. Séquence aussi qui incite les opérationnels à toujours se demander comment c'était fait avant, qu'est-ce qu'on peut récupérer de notre historique pour aller plus vite. Et la vitesse, bah, c'est peut-être le point à retenir sur le pilier managérial, puisque d'expérience toujours, si vous avez le bon état d'esprit, la bonne méthode au sens séquence, outil, si vous n'avez pas par ailleurs le moyen de stimuler la résolution de problèmes comme une pratique largement partagée par l'ensemble des équipes, souvent, votre système s'écroule. Donc, le 3e pilier, il est peut-être un peu moins sexy, mais nécessaire pour maintenir le système et le faire grandir. C'est la manière dont on va autoriser et puis permettre aux équipes de résoudre leurs problèmes aussi souvent qu'ils le peuvent et qu'ils le doivent. Et aussi, on va les inciter à le faire. Donc là, le point clé, c'est la mise en action des équipes et surtout la vitesse de résolution. Les points clés, donc si je les résume, c'est état d'esprit collaboratif, donc collaboration. Donc,
moyen de collaborer? Est-ce que j'ai des visuels? Est-ce que je suis sur le terrain? Capitalisation, comment je fais le lien entre ce que je suis en train de craquer comme problème et puis le corpus de standards que je manipule tous les jours. Et troisième point, comment je stimule la vitesse à l'échelle de l'entreprise dans sa globalité. Ces 3 points-là, on pense que la digitalisation va contribuer à les développer. Voilà. Avant de passer à l'illustration de chacun de ces points, un cas d'usage qu'on estime assez classique. Là, vous avez un problème qu'on avait craqué avec des opérationnels de l'aéro. Ça avait donné lieu à des investigations terrain. Donc, on était sur un besoin de mobilité de l'équipe de résolution. On avait fini par filmer l'opérateur qui s'occupait du boutrolage, donc le fait d'insérer la boutrole, la petite goupille là, dans le trou. On avait dû filmer la personne, l'interroger longuement, jusqu'à ce qu'on comprenne que finalement, la cause racine du problème, c'était l'oubli d'un standard qui avait été défini des années auparavant, avec plein d'hypothèses techniques hyper poussées qui avaient finalement été des dead ends, des fausses pistes. On était arrivé à trouver finalement une solution qui consistait à remettre au goût du jour un standard soigneusement défini 10 ans auparavant par le fournisseur et par l'industriel. Donc, capitalisation. Là, il y avait un défaut de capitalisation qui expliquait la réapparition du problème. Donc, mobilité, vitesse, parce que c'est en allant voir sur le terrain avec l'opérateur, en le filmant, en l'interrogeant, qu'on a compris qu'on tenait la cause racine. Voilà, donc c'est un exemple qui pour nous est assez symbolique de ce qu'on peut être amené à mettre en place chez nos clients, nous en tant que consultants. C'est la nécessité d'aller sur le terrain, de collaborer avec les gens de tout niveau, et puis la nécessité aussi de se raccrocher à un standard. On peut passer à la page d'après, je pense. Voilà. Illustration du point de la nécessité de suivre, de stimuler la résolution de problèmes à l'échelle de l'entreprise. Alors là, on a commencé à mettre un peu de fabrique dans la page. Vous aurez une démonstration un peu plus parlante tout à l'heure. On s'est rendu compte qu'en fait, au-delà de la technique de résolution de problèmes, qu'on va dérouler ponctuellement sur des écarts en termes de qualité ou de coût, l'organisation avait besoin qu'on le rappelle régulièrement quel était le volume de problèmes qu'elle était capable de résoudre et quelle était la vitesse avec laquelle elle résolvait ces problèmes-là. Finalement, la résolution de problème, vous me passerez cette boutade, c'est un petit peu comme le vélo, c'est quand vous arrêtez de pédaler, ça a tendance à s'écrouler. Ça, c'est quand même la leçon, Philippe pourra rebondir, hein, mais c'est quand même la leçon des missions qu'on a menées dans cette thématique. Et du coup, la manière de soutenir le système de résolution de problèmes, c'est avec beaucoup de bienveillance, mais c'est quand même de mettre sous contrôle quelques métriques de base qui permettent de soutenir les opérationnels, de les aider quand ils sont en situation de blocage, et aussi de leur dire, mais en fait, vous n'allez pas assez vite. Donc, à droite, vous avez des exemples de KPI basiques qui permettent de vérifier qu'on est sur les bonnes volumétries et on est sur la bonne vitesse de résolution. Du coup, la vitesse, vous pouvez la découper en fonction des différentes étapes que j'ai listées tout à l'heure. Ça permet d'affiner un peu le diagnostic quand vous êtes sur des lead time un peu trop longs. Voilà. Mais le point clé, c'est vraiment la résolution de problème en tant que telle est un objet de management. Philippe, je ne sais pas si tu veux abonder ou… Oui, tout à fait. La résolution de problèmes est pleine de bonnes habitudes et de mauvais défauts. Et le suivi managérial permet de ramener ou de supprimer ces défauts qui réapparaissent en permanence. Donc, c'est un système instable. Comme par exemple, pour résoudre rapidement un problème, il faut être spécifique. C'est-à-dire, il ne faut pas généraliser le problème en essayant de le conceptualiser. Il faut, comme pour la boutrole, aller voir la boutrole en question avec la personne en question sur le poste en question. Et à partir de là, vous ferez une résolution de problème plus simple. Mais nous, ingénieurs occidentaux, on a tout à fait l'habitude opposée à vouloir tout généraliser pour traiter les problèmes du monde entier. Eh bien, ça ne marche pas. Et le management a un rôle de force de rappel pour ramener à ces bonnes habitudes.
Et du coup, si on va rentrer maintenant dans la présentation, je pense, hein, François, de votre outil. Ouais. Si on fait un rapide bilan sur les 3 points clés là, donc l'état d'esprit, bon, il y a toute une littérature, encore une fois, et puis Philippe a donné un des exemples de points clés qu'il faut bien avoir en tête quand on fait sur nos problèmes. L'état d'esprit, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est quand même qu'il y a de la collaboration. Quand il n'y a pas de collaboration, ça ne marche pas. Donc, la collaboration peut être boostée par le digital à travers des moyens qu'on va vous montrer. La capitalisation, c'est la capacité à aller chercher ce qui s'est passé de similaire dans le passé, ou alors capacité à trouver un standard qui répond à notre problème. C'est pareil, le digital va nous permettre d'aller rapidement vers quelque chose de très concret. Et puis la vitesse, moi je rapproche ça pas mal de la mobilité. Je vous ai dit qu'on est allé sur le terrain pour filmer le monsieur qui faisait le boutrolage là. Clairement, maintenant qu'on a des tablettes, voire des smartphones dans des ateliers, ça n'a plus rien à voir, cette mobilité, avec celle que j'ai connue moi dans l'automobile, où on allait sur le terrain, certes, mais une fois qu'on était sur le terrain, on revenait à notre bureau, on allait dans l'outil informatique structuré, qui était de très bonne qualité par ailleurs, hein, de l'entreprise, et on venait saisir les informations. Là, on voit qu'avec le digital, typiquement, on va accélérer ce côté saisie d'informations qui est essentiel, puisque derrière, on va capitaliser dessus. Je te laisse, François, enchaîner du coup. Ouais, merci beaucoup, Antoine et Philippe. Peut-être juste pour compléter ce point-là, parce que effectivement, cette slide, elle sert aussi de transition, mais ces 2 points-là, la question de la visualisation des plans d'action, de la traçabilité, et puis la question d'avoir des indicateurs pour mesurer l'efficacité du process, c'est souvent les 2 points. C'est souvent comme ça qu'on démarre des discussions nous, avec des clients ou des prospects industriels. C'est le point de départ, quoi. On identifie ce problème-là. On n'est pas capable de bien suivre nos plans d'action. Ça vient gripper la collaboration des équipes. Donc, il peut y avoir un état d'esprit positif, un état d'esprit favorable, mais cet état d'esprit, il est freiné par les outils, quoi. Et pareil sur les indicateurs de process, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez une visibilité et des plans d'action qui sont faits avec la bonne vitesse, il faut quand même pouvoir le mesurer. Et bien évidemment, quand on le fait sur du papier, sur du tableau blanc, on n'a pas d'indicateur. Et c'est vraiment notre objectif chez Fabric, c'est d'apporter ça. On est donc sur la partie, en fait, quels sont concrètement les bénéfices de la résolution de problèmes sous format digital? Ça, Antoine, tu en as déjà parlé. Ce résumé-là, bien évidemment, on a repris ces 3 axes. En fait, l'outil digital, il vient booster, hein, ça vient accélérer. Je pense que l'image du booster, elle est intéressante parce que on fait des choses bien, mais on va les faire beaucoup plus vite. On va collaborer beaucoup plus vite. On va éviter de collaborer en déplaçant physiquement de l'information. On le voit souvent, hein, c'est de l'information qui est sur du papier, sur du tableau blanc, qui est sur des cartes hantées. Donc, ça va engendrer plus de rapidité dans la résolution de problèmes et bien sûr, une capitalisation, un savoir. J'aime bien trouver, ce que je retrouve souvent sur le terrain, c'est on a bien évidemment le tableau blanc, mais souvent, parfois, je trouve des classeurs, des cahiers avec parfois des dizaines ou des centaines de fiches, du papier, avec du savoir opérationnel qui est vraiment dormant, quoi. Et je pense que l'image, c'est un capital dormant qui n'est pas réutilisé. Et l'idée du digital, c'est de pouvoir l'exploiter et le mettre au bon niveau de décision. On voit beaucoup aussi de fichiers Excel, de plans d'action sous format Excel, et éventuellement de formulaires type A3 résolution de problèmes, formulaire 8D, qui sont assez peu connectés, voire pas connectés du tout avec le système de gestion d'entreprise, et qui pourtant contiennent des pépites, quoi. Des pépites en termes de solutions, de standards. Oui, exactement. Il y a des fichiers Excel qui vont pas se parler. Il y a l'Excel de la qualité, l'Excel de la prod. Je me permets d'enfoncer le clou sur 2 aspects, François. Ouais. Un des éléments clés de la résolution de problèmes rapide, c'est d'être avec les bonnes personnes sur le bon sujet. Et effectivement, le fait de les appeler rapidement et de les noter rapidement sur ce système est clé. Et puis, il y a un deuxième point que je voudrais mentionner, c'est que des résolutions de problèmes, il y en a des tonnes dans des entreprises. Et parfois, on reprend de zéro sans savoir la même résolution de problème ou une similaire a déjà été faite auparavant. Et cette notion de capitalisation, c'est-à-dire d'aller rechercher avec des mots-clés des arbres de cause qui ont déjà été faits sur des sujets similaires auparavant,
c'est une grosse force et que peu arrivent vraiment à actionner. On va l'illustrer après dans la démo avec Octave. Euh, je vais éviter, je pense il y a beaucoup de sujets qu'on a évoqués, donc éviter de trop répéter. Je pense un point important, bon, bien sûr, la collaboration, c'est, comme disait Philippe, en fait, c'est euh, partager l'information au bon niveau de décision. Et forcément, le faire avec un outil qui permet de faire du temps réel, qui permet d'escalader, ça peut être vers le haut ou escalader vers des services concernés. Ça accélère les choses. Il y a un point très important, je trouve, dans la collaboration, c'est aussi la notion de. En fait, c'est l'implication. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit souvent, ce qu'on nous dit, c'est on a des populations, parfois de jeunes ingénieurs, ou enfin plus ou moins jeunes d'ailleurs, qui ont l'habitude d'utiliser des outils digitaux chez eux et ils ne comprennent pas que le matin, ils doivent faire travailler sur des plans d'action, sur de l'Excel ou sur du tableau blanc. Cette notion d'avoir un outil intuitif, un outil qui soit simple d'utilisation, bah, ça facilite aussi l'implication et l'autonomie. Et je pense qu'il y a une dimension culturelle, comme disait Antoine, le fondement de la résolution de problème, ça reste quelque chose de culturel, ça reste un état d'esprit. Il ne faut pas que l'outil vienne casser cet état d'esprit. Donc c'est quand même un point très important euh, et qui facilite aussi, qui accélère l'attractivité des industriels aujourd'hui. Sur la vitesse, bah, le fait d'avoir un point important, je pense, sur la vitesse qu'on va peut-être pas mentionner, c'est bien sûr, on va plus vite parce qu'on a un outil qui est digital, sur tablette, sur mobile. Bien sûr, il y a une collaboration qui se fait en temps réel. Euh, Nous, notre philosophie chez Fabric, c'est aussi de pouvoir connecter la résolution de problèmes à d'autres process, d'autres outils. Alors, je l'ai mis ici, on parle de Gemba, d'AIC, des tours de terrain. En fait, c'est avoir une information unifiée connectée, ça va accélérer énormément le process. Les problèmes, ils sortent pas de nulle part. Le problème, il va sortir d'une observation sur le terrain, peut-être d'une réunion quotidienne où un opérateur ou une personne va remonter un irritant. Peut-être que ça peut être un indicateur qui est pas bon et on détecte qu'il y a un problème associé à ça. Je sais pas, sur de la qualité, sur des arrêts machines, etc. Donc le fait de connecter tout ensemble, forcément, ça accélère beaucoup les choses. La visualisation, on en a parlé, bien sûr, c'est le fait d'avoir une visualisation facile, intuitive, agile, et puis des indicateurs de process. C'est quoi concrètement les indicateurs de process? Bah, c'est pouvoir mesurer l'efficacité du système, c'est-à-dire combien de problèmes j'ai résolus. Souvent, d'ailleurs, des indicateurs avant de passer au digital, les sites industriels n'ont pas. Combien de problèmes j'ai résolus, quel est mon délai de résolution, combien d'actions que j'avais voulu prendre sont en retard aujourd'hui. Voilà, avoir ces indicateurs permet aussi de booster la démarche. Et enfin, sur la Ça me permet capitalisation. de faire une Ouais. remarque qui est comportementale, justement, François, sur l'accès à la résolution de problèmes. Beaucoup de nos clients qui peuvent être très très bons ont une certaine rigidité à rentrer dans la résolution de problèmes parce qu'ils n'ont pas le réflexe de déclencher des sujets comme on les voit assez simples dans des tournées de terrain ou dans tout ce que tu viens de citer. Le fait de pouvoir accéder à une méthode sans déclencher tout un système complexe, c'est un énorme pas pour pouvoir travailler en temps réel. Donc c'est un point que je tiens à mentionner, cette fluidité dans la résolution de problèmes rapide est extrêmement importante pour son succès. Et il y a un élément dans ce que tu as dit, François, qui me fait penser à un bénéfice sous-jacent, là. On n'avait pas imaginé tout à l'heure en préparant. Tu as parlé de cohérence, en fait, entre le système d'animation type AIC, Stand-up Meeting ou SQDC, que sais-je, et la résolution de problèmes. C'est clair qu'on a des clients qui franchissent le pas de générer un système de résolution de problèmes qui leur permet d'améliorer leur performance. Et autant la détection, l'identification des problèmes en AIC, c'est souvent assez naturel. Autant réinjecter les actions de correction de ces problèmes dans ce circuit AIC pour tout simplement être efficace et économe de son énergie et de son temps, c'est pas du tout réflexe. Ouais. Et pour le coup, le fait d'avoir un outil unique pour gérer toutes ces actions, ça c'est un avantage parce que ça rend les choses cohérentes et plus efficaces.
Exactement. Ouais, d'une certaine manière, l'AIC, ça devient un peu le bras armé de la résolution de problème parce que c'est la garantie qu'on va prendre des actions, les suivre au quotidien, Mm. là où avant, c'était deux process qui se parlaient pas, quoi. Mm. Sur la notion de capitalisation, je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Si on raisonne de manière la plus basique à la plus avancée, parce que nous, c'est vraiment un des trucs sur lesquels on travaille beaucoup chez Fabric, c'est de se dire, une fois qu'on a cette data, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut créer la résolution de problème et le lean de demain? C'est vraiment la vision et Octave, je te laisse intervenir. Si je pars du plus basique, bah, c'est je capitalise, donc j'arrête de perdre de l'info. Quand je travaille sur un tableau blanc, j'efface mon tableau blanc, j'ai perdu cette info. Donc, après, c'est bien sûr pouvoir avoir une approche un peu à la Wikipédia, hein, un petit moteur de recherche. J'ai un problème, je vais rechercher dans une base de données. Ça, on pourra le montrer aussi dans Fabric, parce que aussi, enfin, tout le monde utilise Google ou Wikipédia, donc c'est vraiment ancré un peu dans nos usages aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que ce soit pas possible de faire ça dans une usine. Et puis, ce vers quoi on va aller, bah, c'est d'anticiper, de faire du suggestif, de faire du prédictif. Alors, une fois qu'on a de la donnée structurée, il y a plein de choses intéressantes qu'on peut faire pour, bien sûr, résoudre les problèmes, mais aussi empêcher peut-être qu'ils arrivent, les détecter plus tôt. Octave, je ne sais pas si tu souhaites compléter là-dessus ou ce sera pendant la démo. Oui, peut-être juste un point rapidement, c'est pour mettre l'accent sur le fait que de la manière dont on le voit, il y a vraiment deux types de capitalisation. Il y a de la capitalisation verticale où on va pouvoir, du haut vers le bas, agréger toutes ces données venant de toutes ces lignes de production, toutes ces zones de production, et d'aller chercher et compiler l'historique de problèmes, faire de la clusterisation de mots-clés et éventuellement détecter des problèmes récurrents ou des problèmes qui se répètent dans mon organisation, qui sont résolus de manière indépendante et parfois pas de la même manière, et pouvoir proposer des bonnes pratiques, pouvoir proposer des solutions de manière centralisée. Et également de la capitalisation horizontale, qui est plus le terrain qui collabore. Donc, je suis sur le terrain, je constate un problème, je vais pouvoir aller chercher dans l'historique de ce qui a été déjà fait, ce qui a déjà été constaté ailleurs dans l'organisation et bénéficier du travail qui a déjà été fait au même niveau de l'entreprise, mais peut-être dans une zone différente. Et c'est vraiment sur ces deux axes-là qu'on construit la capitalisation de données et de savoir Là-dessus, dans ouais, Fabric. là-dessus, pour le coup, je peux vraiment témoigner, parce que là, je l'ai vécu en tant qu'opérationnel et pas que consultant. Je peux témoigner que c'est ultra important d'avoir accès à ce stockage de données quelque part pour pouvoir aller beaucoup plus vite sur une résolution donnée, pour pouvoir en tirer des leçons sur les standards à développer en priorité parce qu'on a une résurgence de choses récurrentes. C'était déjà quelque chose qui avait, dont les gens de l'automobile étaient conscients au temps où j'étais opérationnel. Par contre, on n'avait pas les mêmes moyens techniques. On n'avait pas Fabric, on n'avait pas le digital, on avait des vieux systèmes qui étaient conçus pour pouvoir faciliter la recherche par mots-clés, mais qui étaient clairement beaucoup moins performants que ce qu'on fait en ce moment, quoi. Donc, votre outil, juste parce qu'il est moderne, en fait, il apporte un truc par rapport à nos tentatives passées de résoudre ce genre de use case, quoi. Et peut-être pour illustrer, ça me rappelle un exemple chez un de nos clients dans l'aéronautique, qu'on cite souvent, mais qui fait beaucoup d'usinage de pièces métalliques. Je me souviens qu'il nous avait parlé justement d'un problème de départ de feu sur une machine, et une machine qui était présente dans les 7 autres sites de la division. Et le fait d'avoir justement pu faire ce travail, à la fois escalader, bah, non seulement escalader le problème au niveau division, quoi, faire notre logique un peu d'AIC, et puis centraliser ce travail de résolution de problème pour ensuite le redescendre sur les autres sites, La solution, ça, ça avait un énorme impact. Enfin, ils ont vu tout de suite l'intérêt de pouvoir mutualiser ce travail de recherche et de résolution de problème. Je voudrais faire juste une remarque parce que on le dit pas souvent, mais le système qualité Toyota repose beaucoup sur l'expérience des problèmes du passé, de telle manière qu'il priorise beaucoup plus ce qu'ils appelaient le QA Network que les AMDEC. Et ils appuyaient cela. Alors, je ne sais pas où ils en sont à date aujourd'hui, mais dans les années 2010, ils appuyaient cela sur ce qu'ils appelaient un Yokoten, c'est-à-dire l'expérience des problèmes du passé standardisés dans des endroits où ils pouvaient récupérer cette information. C'est d'une puissance beaucoup plus robuste
que des AMDEC qui sont basés sur des hypothèses et qui peuvent être très complexes et très longues à réaliser. Donc, cette notion de capitaliser des causes et des standards réalisés pendant les résolutions de problèmes peuvent booster considérablement la pertinence de votre aspect préventif en qualité. Merci pour, tous ces témoignages. Alors ici, une des questions qu'on nous pose souvent, c'est comment on y va? Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce qu'il y a un processus? Je pense qu'avant de parler des étapes, il y a quand même des conditions. Antoine, je prenais l'analogie du vélo. Si on arrête de pédaler, le vélo on tombe du vélo. Mais moi, souvent, ce que j'entends, c'est ça sert à rien de courir si on ne sait pas marcher. Donc, il faut qu'il y ait un certain nombre de process en place. Alors, c'est les rituels de pilotage. Hein, on parle des AIC, des QRQC, etc. Avoir aussi des règles d'escalade claires, c'est-à-dire quand j'ai un problème, à quel niveau, où est-ce qu'il doit être traité, vers où je l'emmène. Ça vient souvent avec la mise en place des AIC. Et puis, l'état d'esprit, bien sûr, et d'avoir une méthodologie qui est comprise par le terrain. Une fois qu'on a ça, la démarche de basculement vers une solution digitale, elle se fait progressivement. Et d'ailleurs, souvent, la partie résolution de problème arrive, le travail sur les modules arrive plutôt en aval, à la fin. Si je prends un peu les 4 étapes qu'on voit ici, hein, donc je passe d'un pilotage analogue sur papier, sur tableau blanc, à un pilotage quotidien ou de la résolution de problèmes digitalisée. Ce qu'on va faire, nous, ce qu'on a l'habitude de faire chez Fabric, c'est on va mettre en place des rituels et des routines, donc les rituels SQCDP, les AIC, des tours de terrain aussi qui peuvent se faire sur mobile, on va les digitaliser. S'assurer qu'il y a une centralisation et un partage des plans d'action au niveau de l'usine. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fait, ça, on a, je dirais, le cœur de la valeur, c'est le plan d'action unifié pour tout le monde, dans lequel on va pouvoir rajouter non pas uniquement les actions du quotidien, les AIC, les irritants, mais quelque chose avec un horizon plus long terme. On a pas mal de sites qui ont commencé avec des actions, des rituels quotidiens, et puis qui vont vers de l'A3, des problèmes d'amélioration continue un peu plus long terme. Et c'est quelque chose qu'on embarque de plus en plus dans Fabric. Et puis dans cette logique-là, on intègre des modules de résolution de problèmes. On va pouvoir voir en détail de quoi il s'agit, etc. avec la démo. Donc voilà, c'est un process progressif qui vient dans une logique plus large qui est digitalise le management de ma performance dans le site. Et puis l'autre question qui vient souvent, c'est qu'est-ce que ça rapporte? Alors on peut passer, je pense, beaucoup de temps là-dessus. Je pense qu'il y a 2 manières de voir les choses. N'hésitez pas à intervenir, Antoine et Philippe, là-dessus. Je pense un premier gain qui est assez évident, c'est un gain d'efficacité. On dit il y a beaucoup de temps perdu à collaborer parce que l'information n'est pas digitalisée. C'est du temps de main-d'œuvre indirecte. J'interviens tout de suite et directement, François, sur ce sujet. J'ai, dans mon expérience, dirigé des usines et comme vous le savez, si vous avez été un peu dans ces situations de département support de production ou en production, etc., vous savez que vous ne savez pas très bien, et je ne sais pas si vous le savez aujourd'hui mieux, mais moi je pense que c'est très compliqué de savoir où travaillent nos ingénieurs et nos techniciens sur la résolution de problèmes. C'est compliqué. Et je vois énormément de résolution de problèmes par des méthodes un petit peu classiques, hein, je vais dire, qui ne débouchent jamais. C'est-à-dire, il est assez courant de voir des problèmes qui durent 3 à 6 mois, voire plus, sur des défauts qualité normaux, et où, in fine, on met 30 actions en place parce qu'on n'a pas vraiment compris la cause racine, et où, in fine, on s'évertue, on perd beaucoup d'efficacité et de temps de MOI là-dedans, alors que des résolutions rapides qui consistent finalement à généraliser des solutions et non pas des problèmes vous permettent d'aller plus vite sur des causes palpables et de les généraliser. Vous avez très vite une vue d'une efficacité de la MOI, de gain de temps de MOI des fonctions support pour les résoudre, extrêmement forte. Enfin, je tiens à le signaler pour ceux qui font la bascule là-dedans. Ouais, en fait, il y a un effet de levier qui est extraordinaire. C'est ce qui fait la puissance de la méthode.
En revanche, sur la partie gain de performance, je ne sais pas ce que vous en pensez, chers collègues, mais ça varie beaucoup en fonction de la maturité intrinsèque des opérations qu'on est en train de révolutionner avec cette méthode, quoi. Mais ça peut être bien au-delà des 2 ou 3% d'efficience qu'on voit là, hein. Le seul pari qu'il faut faire, c'est le seul engagement qu'il faut prendre, à notre sens, c'est partir dans cette méthode de résolution de problèmes modernisée grâce au digital, sans sans se fixer un objectif de ROI, parce qu'il est quasi impossible à prévoir. Mais se dire par contre qu'il peut être vraiment significatif, et ça peut être du 15%. Hein. J'ai eu des résolutions de problèmes. On n'avait aucune idée du ROI à la minute 1 de la résolution de problème, et après 60 minutes, on avait gagné 100 000 euros, quoi. J'ai quand même des quelques données qui viennent de ma mémoire. Donc, je peux vous dire qu'en Valeo, à l'époque, entre 2000 et 2005, avait divisé par 2 le nombre de problèmes internes sur 140 usines. Forestia avait diminué par 20 le nombre de problèmes sur les 0 km clients. Enfin, les enjeux sont énormes. En revanche, bien sûr, ça demande une énorme discipline de l'ensemble du système et une circulation rapide de l'info, bien sûr. Ouais, c'est là, les 2-3%, bien sûr, ça va varier selon les cas, mais je pense qu'il faut aussi raisonner en ordre de grandeur de le ROI de la résolution de problème en tant que tel, et puis le ROI de la résolution de problème digitalisé, où ça va être, si on considère que, Ouais, je sais que exact. souvent, au Ouais. PO, vous faites des missions de transformation où il y a des objectifs d'aller gagner 10 points de perf, 15 points, etc. Bah, on peut se dire que la même approche, mais boostée par du digital avec de la collaboration plus rapide, plus capitalisée, etc., c'est peut-être 2 à 3 points d'efficience additionnelle. En tout cas, c'est des ordres de grandeur, nous, qu'on a l'habitude de voir et qui permettent de justifier, qui sont assez importants parce que quand on se lance dans ce genre de projet, il faut pouvoir le justifier à la direction industrielle, il faut pouvoir démontrer, hein, on est dans l'industrie, c'est quoi le ROI associé. Donc c'est en tout cas une bonne grille de lecture, je pense, pour avancer sur ce type de projet. Ouais, en fait, il y a quelque chose du coup qu'on voit pas, c'est que, mais c'est pas héroïsable, c'est pas un ROI, mais le digital, ça permet aussi d'ancrer les pratiques qu'on a mis quelques semaines, voire quelques mois à développer avec les équipes. Au sens où, si je reviens à mes fichiers Excel et puis à la génération qui s'annonce de plus en plus influente au sein des opérations, ça peut pas, enfin, les démarches classiques de résolution de problème vont avoir du mal à s'ancrer si on les modernise pas, quoi. Ouais. Un millennial, si on lui apprend à faire une résolution de problème structurée, mais que 6 mois plus tard, il est toujours en train de manipuler de l'Excel et du papier, c'est bête, mais il y a des chances que la démarche s'écroule. Du coup, en fait, ce qu'apporte l'outil, avant d'apporter des euros ou des pourcentages d'amélioration, c'est le fait que ça contribue à pérenniser ce qu'on met en place. Ouais, stabilité du processus, quoi. Effectivement, c'est l'intérêt effectivement il formalise en fait dans du code un process humain qui avant pouvait être dans des slides ou dans du papier, quoi. Ouais. Bon, on va essayer de concrétiser tout ça. Octave, je te laisse le micro. Oui, avec plaisir. Et puis je vais partager mon écran. Alors. C'est bon, il est visible? Oui, je crois que oui. Parfait. Vous êtes donc sur la page d'accueil de Fabrique. Je vais peut-être, avant de rentrer dans le sujet du jour et sur la résolution de problèmes, je vais peut-être faire un petit tour d'horizon de l'application pour ceux qui la connaîtraient pas encore. Donc, Fabrique, on a une application qui est hébergée sur le web, donc qui est accessible depuis n'importe quel appareil qui dispose d'un navigateur et d'une connexion Internet. C'est aussi une application à laquelle on se connecte individuellement avec un compte personnel et qui va permettre de reconstituer dans la hiérarchie, dans la structure de l'information, une structure de site, voire une structure multi-site dans une organisation qui en aurait plusieurs. Et dans chaque site, les différents niveaux d'AIC qu'on va retrouver traditionnellement, qui vont du niveau 1
ou 0 parfois sur le terrain, jusqu'au niveau 3 ou plus encore pour niveau de codir. C'est dans ces équipes que se passe la majorité de l'action et de la collaboration dans Fabric. Je vais du coup rentrer dans une équipe de niveau 1 qui s'appelle Ultra Production 1. Vous arrivez ici sur le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est un peu le résumé de l'information, ce qui sert avant tout comme support de réunion, qui peut aussi servir d'écran entre des réunions, l'écran qui est allumé en permanence et qui affiche des informations pour les personnes qui passeraient devant, mais qui en fait est un récapitulatif de tout le contenu qu'on peut retrouver dans une équipe de Fabric et qui sont en fait, premièrement déjà des routines, ce qu'on a appelé des routines, qui sont tout ce qui est tour de terrain, Gemba, audit 5S, toutes ces routines récurrentes où on va aller proactivement chercher de l'information et la capter et se mesurer par rapport à son propre standard. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais important de connaître parce que c'est très souvent une manière de détecter un nouveau problème et en face duquel on va mettre un plan d'action. Le plan d'action sur lequel on va passer la majorité de notre temps aujourd'hui, parce que c'est là qu'on va retrouver la résolution de problèmes. Donc, c'est tous les sujets qui sont ouverts pour cette équipe, qu'on va pouvoir retrouver, catégoriser par grande famille de sujets, mais finalement dans un tableau qu'on va pouvoir organiser à sa guise avec toutes sortes de filtres et de clés de regroupement. Un onglet de performance, je vais retrouver tous mes indicateurs. Je vous montrerai après, mais ce contenu évidemment est interconnectable avec les tickets, donc on va pouvoir faire le lien entre un problème et entre les indicateurs. Mais les indicateurs à part entière, on va pouvoir faire le suivi de la performance et s'assurer qu'on est dans les objectifs pour chacun de ces indicateurs. Là aussi, on aura l'occasion d'en parler plus en détail dans une autre session, mais pas le sujet d'aujourd'hui. Et enfin, un module de communication. On va pouvoir communiquer des résultats trimestriels, des audits, des bonnes ou des mauvaises nouvelles à ces équipes, que ce soit au sein d'une équipe ou au sein d'un site ou voire toute une organisation. Mais je m'arrête sur le plan d'action, le sujet du jour étant la résolution de problèmes. Aujourd'hui, on héberge dans un ticket un problème en général, où on va venir faire la déclaration de quelque chose qui a été constaté sur le terrain. En face de ce problème, on va mettre un plan d'action qu'on retrouve ici. On va le catégoriser, on va le piloter avec une date d'échéance qu'on va pouvoir faire évoluer. On va pouvoir donner un statut. Donc, par exemple, ici, on est encore au stade de define si on utilise la méthode DMIC. On va pouvoir collaborer avec d'autres utilisateurs et venir apporter un commentaire en taguant peut-être la personne qui est concernée ou à qui on cherche à demander de l'information. Et très important, on va pouvoir reproduire la cascade, l'escalade d'informations. Donc un problème qui a été détecté au niveau du terrain, donc dans un niveau 1 d'AIC, va pouvoir être remonté à un juste, niveau je 2, me permets juste un petit commentaire. Il me semble ouais. que c'est du 8D là. Oui. Mais c'est les statuts. Bon, on a des statuts dans notre compte démo qui reprennent la méthode DMIC. Je vais rentrer dans le 8D après et on verra que c'est les bonnes étapes qui sont affichées ici. Et on va pouvoir escalader le problème à un niveau d'UAP, par exemple, voire à un niveau de CODIR. On va pouvoir faire ce partage verticalement, mais aussi horizontalement, un peu ce qu'on parlait tout à l'heure de la capitalisation horizontale. Je vais pouvoir proactivement partager de l'information aussi à d'autres équipes de niveau 1 à qui pour qui je considère que cette information pourrait être pertinente. Ces tickets et ces plans d'action simples, on va pouvoir les utiliser pour traiter des problèmes simples au vol, mais on va pouvoir aussi les utiliser pour appliquer des méthodologies. Donc on appelle ça dans Fabric des process. Et on va retrouver tous les types de process qu'il y a dans notre compte démo aujourd'hui. Et je vais m'attarder sur celui-là qui est un compte démo. Je vais pouvoir filtrer et voir tous les tickets qui sont liés à ce process. Et j'ai repris alors votre exemple d'écrasement de matière dont tu parlais, Antoine. Ce qu'on va pouvoir faire donc, dans un ticket, quand on décide qu'un ticket mérite un 8D, c'est d'ajouter un process à ce ticket. On va retrouver tous les process ici. Alors, je ne vais pas le faire parce qu'on l'a déjà fait. Il est déjà présent dans ce ticket. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir mettre en place cette méthodologie qui est séquencée, le faire dans un environnement qui est immersif, c'est-à-dire que je sors du contexte du ticket, je suis dans un environnement où je ne travaille que sur cette résolution de problème.
et suivre les différentes étapes. Ces étapes auxquelles on va pouvoir fixer aussi des dates d'échéance et marquer comme terminées une fois qu'elles ont été faites. Et au fil de chaque ces étapes, donc là, le plan d'urgence qui va être déterminé au début, on va pouvoir décrire son plan d'action immédiate qui ont été faites pour contenir le problème. La constitution de l'équipe, on va pouvoir dire exactement qui sont les personnes qui participent à ce processus et qui vont être les personnes qui vont être notifiées d'informations sur ce sujet, enfin, d'évolution du problème. La définition du problème, où on va pouvoir retrouver des outils comme un qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi, avec des questions de clarification derrière qu'on peut mettre en champ multiple. Alors, je précise aujourd'hui, ce qui est possible d'avoir dans Fabric, c'est à la fois des versions standards de ces grandes familles de process que vous avez, de méthodologies que vous avez présentées tout à l'heure, que ce soit le PDCA, le LeadD ou le DMIC, mais c'est aussi quelque chose qu'il est parfaitement possible de paramétrer et de configurer à sa guise. Donc, c'est vraiment un questionnaire et un format tant sur le nombre d'étapes, leur nom, leur séquencement, mais leur contenu, qui est parfaitement paramétrable pour chaque compte. Donc, on peut créer autant de templates de process qu'on souhaite. Je vais m'attarder sur un peu le cœur d'une résolution de problème, qui va être les actions qu'on va prendre en face et les causes racines qu'on va identifier. On peut retrouver des plans d'action, on peut insérer des plans d'action dans ce process, des actions qui se retrouveront également dans le ticket. Mais on va pouvoir faire ce travail d'analyse de cause racine. Alors ça, c'est une fonctionnalité sur laquelle on va travailler récemment et qui est toute récente, qui est un arbre de cause. Plus classique étant un format à 5 pourquoi. On va partir d'une cause ou d'une cause supposée qui aurait pu être identifiée d'une manière ou d'une autre pour descendre dans cette arborescence et venir construire son arbre. Alors, j'ai reproduit l'arbre que vous aviez présenté avec les causes qui sont retenues. Alors, je crois que je n'étais pas allé jusqu'au bout de votre arborescence, mais c'est quelque chose qui est parfaitement navigable. Donc, je vais pouvoir venir ajouter un élément d'arborescence ici. Je vais pas avoir de très bonne créativité et je vais pouvoir continuer à descendre dans mon 5 pourquoi. Je mets un test rapide jusqu'à éventuellement un niveau 5 et venir valider ces causes racines. Ces causes racines qui sont validées, c'est évidemment les causes racines en face desquelles on va pouvoir mettre des plans d'action. On travaille encore à la connexion entre ces causes racines et les plans d'action correspondants. Donc aujourd'hui, c'est un plan d'action qui est ici et qu'on va pouvoir construire. À l'avenir, c'est quelque chose, on pourra relier chaque action individuellement ou à la cause racine qu'elle soit adressée et donc pouvoir vraiment faire le suivi des corrections, des actions correctrices permanentes de chacune des causes racines qui ont été validées. Je me permets juste un mini commentaire parce que d'expérience, je sais que le dark mode peut être un peu clivant. Est-ce que ça t'embête de basculer en mode clair? Parce que bien évidemment, les deux modes existent et je pense que c'est bien aussi de le voir. Voilà, merci. Bien sûr. Je suis personnellement c'est très personnel, mais c'est un mode bon, voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Le dark mode, c'est un mode d'affichage qui a la vertu de protéger les yeux et d'économiser de la batterie, entre autres, et donc toi qu'on l'a développé. Et puis c'est plus effectivement, comme tu dis François, c'est une question de goût personnel. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de présenter? Je pense que ce qui est important, si on dézoome un petit peu, et j'ouvrirai aux questions juste après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la capitalisation et le fait qu'en fait, tous ces problèmes, que ce soit des problèmes ouverts ou qui aient été archivés, hein, quand on solde un sujet, on l'archive et il disparaît du tableau de bord, il existe toujours, il est toujours accessible depuis les archives, mais surtout, il est accessible depuis le moteur de recherche. Donc cet écrasement de matière, voilà, en l'occurrence, c'est le seul qu'on a dans la base de données qui correspond à un écrasement de matière, mais tout problème qui contiendrait ces mots-clés, ou le mot-clé que je taperai, on est connecté à un outil de moteur de recherche qui s'appelle Rigolia, qui est une entreprise française, une start-up française, et qui est la référence en termes
d'intelligence artificielle pour des moteurs de recherche intelligents et qui vont vraiment permettre d'aller rechercher tous les sujets qui, parfois même sémantiquement, sont en lien avec le mot-clé qui est recherché. Et donc, on a cette capacité à aller chercher des sujets similaires et à les puiser dans la base de données pour s'assurer qu'on puisse capitaliser une résolution de problème qui a déjà été faite et de pas repartir de zéro à chaque fois. Ouais. Et peut-être pour répondre à une question de Tony, comment capitaliser la résolution de problème déjà réalisée? Alors, il y a la possibilité dans Fabric, si vous avez ces données, notamment je pense à des Excel, de les importer. C'est-à-dire que vous partez non pas d'une page blanche, mais d'un historique, d'importer de la donnée structurée, ce qui vous permettra dès le début de pouvoir l'utiliser via le moteur de recherche. Pas d'autres questions? Alors, on passe aux questions du chat ou est-ce qu'il y a d'autres jeux? On est bon sur la démo du coup? Tu voulais montrer d'autres choses? Je pense que j'ai fait le tour. Je préfère qu'on laisse. Je pense qu'on peut laisser le temps qui reste aux questions. Il est déjà 50. Je suis en train de les dérouler. Il y a notamment une question de Rachid. Quelle est la différence avec les outils de GMAO ou sinon quelle est l'interaction avec? Alors, je peux peut-être en parler. On est Fabric en l'occurrence, si on s'éloigne de la résolution de problème, mais plus Fabric, on n'est pas une GMAO à proprement parler, c'est-à-dire qu'on n'est pas un outil dédié à un sujet comme la maintenance. On le voit ne serait-ce que là sur le tableau, Fabric, c'est un outil qui a vocation à rassembler les différents sujets, à casser les silos dans l'atelier. Donc ça peut traiter des sujets de maintenance. On l'a fait avec plusieurs de sites clients qui, lorsqu'ils ont une problématique qui va impliquer la maintenance, on leur permet de pouvoir connecter ce problème à leur GMAO. Et lorsqu'une action est prise sur un problème donné qui va impliquer une demande d'intervention, que ce soit automatiquement envoyé à la GMAO. Ça, c'est permis avec des connexions d'API. Alors, je ne vais pas rentrer dans du technique, mais c'est-à-dire qu'on est capable de se connecter à des solutions de l'atelier pour créer une continuité numérique et être un peu le point d'entrée du problème. Ça, la vision Fabric, on est le point d'entrée du problème parce qu'on est l'outil utilisé pour le tour de terrain, pour l'AIC, pour la réunion de pair, et pouvoir aller envoyer de la donnée en partant de Fabric. Donc ça, c'est possible. Mais on n'est pas à proprement parler une GMAO. Est-ce que ça marche avec SAP? Oui, en fait, la limite de la connexion avec les outils externes, c'est le niveau d'intégration qui est demandé. Donc, selon les outils, il y a un effort d'intégration qui est plus ou moins complexe. SAP ne fait pas partie des plus simples, mais on s'est déjà connecté sur SAP pour certains de nos clients, donc c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être sur la résolution de problèmes ou sur d'autres sujets? Il y a une question intéressante sur les processus continus. Dans quelle mesure est-ce que la résolution de problème fonctionne telle qu'elle est présentée ici sur des process continus par opposition à du pièce à pièce classique? Parce que là, on vous a donné des exemples de l'aéronautique, c'est du montage, c'est de l'usinage. Donc, on a des questions sur les process continus. Je pense que, mais je vous donnerai aussi la parole, Octave et François, parce que vous avez des connaissances dans le domaine. Pour les process continus, il y a souvent une étape qu'il faut ajouter en prérequis préalable à la résolution de problèmes, on va dire, scientifiques. C'est le fait de capter de la donnée. Puisque ce qu'on ne peut pas observer avec ses yeux, il faut pouvoir l'apprendre et le comprendre autrement. Et donc, via l'ajout de capteurs, et puis pourquoi pas parfois une petite quantité d'intelligence artificielle, essayer de décrypter les phénomènes et donc résoudre les questions que ces phénomènes posent. Oui. Donc oui, ça s'applique, mais il y a peut-être une couche technique en plus dans le cadre des process continus ou des process complexes, comme on les appelle. Moi, je pourrais illustrer ça, un de nos clients dans la métallurgie, donc qui est un process continu et qui, je sais, utilise en parallèle une solution qui s'appelle BrainCube, qui est assez connue d'ailleurs, qui permet de faire parler un peu toutes ces données, quoi. Donc, on n'est pas sur de la résolution humaine, quoi. Là, c'est vraiment plus utiliser des algorithmes pour détecter des anomalies.
Mais tu as toujours besoin t'as toujours besoin des hommes. Hein. C'est-à-dire que Oui, c'est complémentaire. si elle te donne le bon graphe qui va te faire tilter sur une cause possible, enfin une solution possible ou une cause racine. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu des problèmes résolus par des robots, quoi. Voilà, pour le dire brutalement. Ouais, en l'occurrence, c'est pas la résolution, c'est plus la détection. Ouais, Pareil, je pense dans Fabrique, c'est là qu'on en parlait, la connexion, enfin la liaison entre le processus d'AIC, la logique d'AIC, c'est j'anime la perf, je filme ma performance à des intervalles courts pour pouvoir réagir rapidement. Donc je vais identifier un problème sur un indicateur. On peut voir dans le tableau de bord, là, si tu veux me montrer. Je pense notamment un des tableaux de bord personnalisés qui est je crois, intitulé AIC, et qui a la vertu d'être très visuel. Ouais, si tu mets voilà, je peux identifier très vite en un clin d'œil, tiens, je le vois là sur mon tableau de bord, sur la quantité de rebut d'hier, elle n'était pas bonne, et je vais pouvoir réagir. Donc je pense que pour des process continus, comme tu le dis Antoine, on va partir plutôt de ce type d'information pour derrière enclencher une démarche de résolution de problème. Là où peut-être que ce qu'on voyait dans l'aéronautique, ça peut se faire via de la détection, via un tour de terrain, ce genre de choses, quoi. Je vais essayer d'avancer pour les autres questions. Est-ce qu'un utilisateur peut consulter rapidement toutes les actions sur lesquelles il est assigné dans les différents plans d'action? Oui. Alors, on a un espace individuel où on va pouvoir consulter toutes ces actions. On va pouvoir les voir regroupées par date et avoir ces actions qui sont en retard ou dues aujourd'hui, mais on peut les regrouper par équipe d'origine. Donc, pour des personnes qui interviendraient dans plusieurs équipes ou plusieurs zones de l'usine, de pouvoir les répartir de cette manière également. Donc, on peut faire la même chose avec avec les tickets qu'on pilote. C'est des espaces qu'on prévoit d'améliorer et de fusionner d'ailleurs, espaces d'action et de tickets. Mais c'est une des vertus évidemment de Fabrique, hein, c'est de pouvoir compiler tous les plans tous les plans d'action qui très souvent été hébergés un peu sous forme de silos dans différents outils ou Excel à droite à gauche et d'avoir tout centralisé au même endroit. Il y a un monsieur David Robert qui est en train d'exprimer son envie d'utiliser des outils comme ça dans le nucléaire. Oui. Je ne sais pas s'il veut prendre la parole, monsieur Robert, mais nous, on a travaillé aussi dans l'industrie nucléaire, et donc c'est intéressant de voir que, d'après monsieur Robert, visiblement, ça peut être un accélérateur de la conduite du changement, en fait. Je ne sais pas si on peut lui passer la parole ou pas. Je crois pas, malheureusement. Je pense que ça reste du chat. C'est dommage. Je peux quand même, au-delà de l'expérience nucléaire, redire que sur des processus géographiquement importants, comme c'est souvent le cas dans le nucléaire, on a travaillé aussi dans les chantiers navals ou des aciéries, vous pouvez avoir des métiers qui sont espacés sur un site de plusieurs kilomètres. Réunir les gens pour collaborer, c'est pas simple. Et du coup, partager la totalité des infos, c'est vraiment un booster incroyable et ça permet d'aller plus vite, ouais, bien sûr. Je vous laisse peut-être la parole, David. Bonjour, vous me voyez? Très bien. Oui. Bonjour François. On a déjà pas mal discuté avec François, donc j'ai intégré le nucléaire il y a 18 mois, où j'ai juste stipulé par le chat où il y a 10 à 15 ans de retard, où justement on me demande de démontrer un ROI, etc., qui est forcément, parfois pas forcément, qui est difficilement, on va dire, explicable. Donc, on espère mettre sur le site Utiliser Fabrique en tant que site pilote, là, j'espère, on va dire, fin semestre 1 2022. On est en train de mettre en place les démarches Gemba, donc effectivement, après, pour mettre dans le dur et puis ancrer tout ça, il faut qu'on passe à la digite, c'est sûr. On est encore sur les tableaux blancs qu'on écrit. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas le problème, il n'y avait que les actions. Enfin, on est au balbutiement on a 10-15 ans de retard par rapport à l'industrie auto, quoi.
Donc maintenant, il faut, et on a l'échelle de temps qui est, ce que je disais, au moins 10 à 20 fois plus grande que dans l'industrie automobile. Donc, plein de choses à faire encore. Mais je suis preneur, hein, si vous avez des bonnes pratiques à partager. Volontiers. On va partager les expériences du nucléaire. Après, moi, je suis pas dans une centrale, hein, je suis dans une. On fabrique des tubes. Donc, je suis plutôt similaire à un process, on va dire, équipementier auto, donc avec des chaînes, etc. Voilà. Donc, il y a une similitude. Mais il y a largement la place pour mettre fabrique. Top. J'attends que ça. Merci. Merci en tous les cas pour votre présentation, c'était génial. Merci David. Et puis malheureusement, j'ai partagé le point, mais j'arrive pas à me connecter parce que là, je le fais avec mon téléphone parce qu'on est bloqué aussi avec les accès sur les différents sites web avec la politique de l'usine de l'entreprise. Mais j'ai partagé le point. Là, je suis tout seul, mais bon, je sais que je suis en train de booster mes collaborateurs et certains se prennent au jeu, donc je pense que ça va. On a fait aussi un benchmark chez Lizzie. Merci encore François pour l'invitation chez Lizzie à Saint-Ouen. Donc c'était très bien pour moi. François, je crois que la séance est enregistrée, que les participants peuvent. Oui, tout sera visible en replay et je pense que vous pourrez partager si vous souhaitez échanger avec des collègues ou d'autres personnes. Ce sera possible, vous allez recevoir un email. Je pense qu'on va clôturer là-dessus. Merci David, Merci. invité surprise. Mais je ne savais pas qu'on pouvait faire intervenir des participants, mais c'est bon à savoir. En tout cas, merci génial pour ton retour d'expérience. Merci à vous. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et bon déjeuner pour ceux qui vont déjeuner. Et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.